Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Credit Corner, le lieu d'échange où nous interrogeons des gérants obligataires pour qu'ils nous éclairent sur ces marchés parfois complexes à saisir. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui Guillaume Fradin, gérant chez LBPAM, et Geoffrey Xurda, directeur général de Cigogne Management. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie de commencer par une actualité un peu brûlante, qui est celle des banques centrales. Alors, on va commencer par la plus brûlante, puisqu'on n'est pas loin de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine. Je vais commencer par Guillaume. Guillaume, quelles sont vos perspectives chez LBPAM et éventuellement les tiennes sur cette banque centrale américaine qui ne cesse d'interroger les investisseurs ? Oui, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Sur les banques centrales, c'est une actualité qui est plus que brûlante, puisqu'en fait, en décembre, on ne va pas avoir qu'une seule banque centrale qui va bouger, on va dire. On en a 4 qui ont potentiellement des mouvements importants à faire en décembre. Donc, en fait, on ne va pas s'ennuyer sur ce mois de décembre. Mais plus que décembre, où on voit qu'en fait, les probabilités sont toutes proches de 100%, enfin au-dessus de 90% pour l'ensemble ou presque des banques centrales. On voit, par exemple, que pour la Fed, le marché attend une baisse de taux. Sur la BCE, il y a 1% de chance qu'elle augmente ses taux. Donc, autant dire qu'on n'attend rien. En tout cas, les marchés n'attendent rien de cette partie-là. Sur le Japon, depuis les derniers propos, depuis le début de semaine, on est maintenant sur une hausse en fin d'année. Et enfin, sur la Banque d'Angleterre, ne pas oublier cette Banque d'Angleterre, avec un budget qui a quand même pas mal remué les marchés sur novembre, on attend une baisse. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, au-delà de ce mouvement qui va se produire sur décembre, c'est plutôt ce qu'on va lire à travers ce qui va être dit dans ces banques centrales qui va être important. Comme je dis, tout est intégré. Mais nous, par exemple, chez LBPAM, on se dit que, par exemple, pour les États-Unis, on attend aussi une baisse. Donc, comme le marché, 98% de chances qu'elle baisse les taux, sur décembre. Mais au-delà, sur l'année 2026, et ça, c'est extrêmement important pour nous. On va parler crédit, on va parler marché, mais c'est vraiment important pour nous parce qu'aujourd'hui, le marché s'attend à 2,5 baisses de plus sur l'année 2026. Nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec ce scénario-là. C'est sur la virgule 5 que c'est sur la virgule, effectivement, sur le micro, mais tu me connais bien. Non, mais c'est sur ces 2,5. Nous, on est plutôt sur une baisse sur 2026. Okay. Et ça va être un vrai problème d'inflation. Et qui pourrait arriver tôt dans l'année ou plutôt, au contraire, assez loin ? Alors, on pense que la prochaine baisse pourrait être encore délivrée, ce qui ne nous rend pas inquiets pour ce début d'année. En plus, on va parler, mais il y a de la croissance qui reste importante côté américain. Mais ce qu'on peut voir, c'est que en novembre, on a dépricé de un peu plus de 50%. La baisse de taux qui devait arriver en décembre, le marché l'a dépricé de plus de 50%. On a vu l'impact, les marchés equity ont perdu 5%, les spreads de crédit high yield se sont écartés de 15 BP. C'est un impact qui peut être important. Donc, imaginons que le marché se recale de 2,5 baisses sur 2026 à une baisse sur 2026, on voit que l'année 2026 va être compliquée. Okay. Sur la BCE, peut-être très rapidement, pour nous, on estime que le risque est plutôt dans l'autre sens, plutôt à plus de baisse, une baisse de plus. Alors, c'est une rhétorique entre stratégistes et gérants, on va dire, même en interne chez nous. On voit bien que l'inflation a une trajectoire qui est plutôt descendante. On est à 2%, on pourrait aller encore en deçà. Et effectivement, peut-être que la BCE pourrait surréagir pour ne pas tomber dans une spirale déflationniste. Mais on estime qu'elle devrait faire, on estime à 50% de chance qu'elle baisse encore une fois les taux pour aller à 1,75%. Et enfin, sur les deux autres banques centrales, encore une fois, il peut y avoir débat, ce qui va nous donner quand même pas mal de mouvements sur 2026. La BOE, la BOE, donc la Banque d'Angleterre, on estime qu'elle va pouvoir baisser un peu plus rapidement que ce qui est attendu par les marchés. Donc ça, c'est plutôt positif pour les marchés. Et à l'inverse, la Banque du Japon, on estime qu'elle va augmenter de façon un peu plus forte ses taux sur l'année 2026. Donc, un consensus, des probabilités. Là, on pense qu'il peut y avoir quand même pas mal de volatilité à venir sur ces marchés. Geoffrey, est-ce que tu partages cette analyse ou est un peu différent chez Cigogne ? Plus ou moins. Okay. Alors nous, dans le segment de la gestion alternative, on n'a pas forcément vocation à anticiper ces hausses de taux, plutôt à s'en protéger ou essayer de les anticiper pour mieux en tirer parti. Sur la BCE, je suis assez d'accord avec Guillaume. On a une trajectoire qui est quand même assez lisible, on l'a vu cette année. Une BCE que j'ai envie de qualifier de sereine, qui a plutôt bien réagi au mouvement d'inflation. Et on voit aujourd'hui, cette inflation, elle est plutôt bien encadrée. Donc effectivement, un peu le même scénario, à peu près une
une baisse de taux encore pour l'an prochain qui est anticipée. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Guillaume, mais c'est vraiment une question de point de vue, c'est sur ce qu'on va anticiper au niveau de la Fed pour l'année prochaine. Ce sera quand même certainement le gros événement de marché. Moi, je dirais qu'on va être très dépendant. Effectivement, on ne connaît pas tout à fait encore l'impact des tarifs. On commence seulement à mesurer les conséquences. On voit qu'on a un marché de l'emploi qui est quand même toujours encore résilient. L'inflation, c'est un petit peu plus incertain. Et surtout aussi, on aura l'élection d'un nouveau gouverneur de la Banque centrale américaine l'an prochain. Selon l'élection ou plutôt la nomination un peu alors, effectivement, décidée seule. Alors oui, mais on voit quand même que le ton est quand même d'essayer d'avoir quand même cette indépendance, on va dire, de la Banque centrale. Donc à quel point ce sera accommodant avec les desiderata, je dirais, de Donald Trump, c'est sûr que ça changera peut-être pas simplement la virgule, mais aussi le nombre de baisses de taux aux États-Unis. Donc nous, on est plutôt sur le scénario de 2 à 3 en fonction de ce qui peut se passer. Et puis, on verra après sur 2027, parce que là, on peut penser même à nouveau une inversion et une remontée des taux à partir de 2027. Donc voilà, ça c'est un peu les scénarios que nous on essaye d'anticiper, mais encore une fois très data dépendante et aussi très dépendant de l'élection de ce nouveau gouverneur. Et alors, si on parle de taux courts et de taux donc banque centrale, il y a quand même les taux longs qui sont importants. Ouais. A priori, pas déterminés par les banques centrales, même si parfois on peut se poser la question de la manipulation historique des dernières dizaines d'années, on va dire. Quel est votre scénario là-dessus? Et peut-être avec une petite incursion sur ce qui se passe au Japon, avec des maturités au-delà du 10 ans qui ont pas mal évolué à la hausse ces derniers temps. Oui, on a vu le 30 ans, là, on le regardait avec l'équipe, là, parce que nous, on a essayé de travailler sur des stratégies de valeur relative sur tout type de courbes, que ce soit des courbes de taux et courbes de crédit. Effectivement, le 30 ans japonais, là, il a atteint un niveau qu'on n'a pas vu depuis 2007. C'est vrai que ça pousse à certaines interrogations. Pour mémoire, on est autour de 3,40, je crois. Oui, c'est ça, 3,36 autour. Donc effectivement, ça interroge, surtout dans une économie qui a vécu avec des taux bas pendant de très, très, très nombreuses années. Mais en fait, c'est simplement une réaction naturelle. On le voit qu'on a une inflation qui est très persistante pour le coup aux États-Unis. On sait que le Japon essaye aussi de contrer un petit peu la faiblesse de sa devise. On l'a vu, tu en parlais Guillaume, il y a sur le début de semaine, on a vu le gouverneur de la BOJ avoir des propos plutôt assez hawkish et effectivement parler d'une hausse de taux là, encore d'ici la fin de l'année. Donc c'est une réaction assez naturelle de voir ce qui se passe sur le Japon. Donc voilà, à nous d'essayer d'en profiter à travers des stratégies de valeur relative. Et effectivement, est-ce que le point 30 ans est bien pricé dans sa courbe, et essayer de mettre en place peut-être des stratégies de pontification ou d'aplatissement en fonction de nos anticipations. C'est comme ça qu'on va essayer de travailler pour l'année prochaine. Ok. Guillaume, là on a parlé plus du Japon, sur les courbes plus développées, entre guillemets, enfin plus développées, je ne devrais pas dire ça comme ça, plus occidentales, États-Unis, Europe, quel est ton point de vue aujourd'hui sur est-ce qu'on a une tension potentielle compte tenu d'une inflation qui est un peu persistante, notamment aux États-Unis, ou au contraire, s'il y a une accalmie économique, on devrait voir les taux revenir un peu en arrière. Quelle est ton analyse? Alors non, oui, effectivement, sur 2026, notre analyse, elle est plutôt à une hausse des taux longs encore, qui va se prolonger, qui va continuer. On parlait du Japon, mais le Japon, on voit un peu plus de hausse de taux. Effectivement, ça va entraîner un shift des courbes, et notamment les parties longues qui peuvent un peu... alors, pas se pontifier au Japon. Par contre, en Europe et aux États-Unis, on voit plutôt du steepening, enfin de la pontification des courbes. On l'a déjà vu, ça s'est mis en place. On pense que ça peut continuer, notamment par un effet d'émission. On voit que tous les grands tous les grands pays émettent déjà de la dette. Aujourd'hui, on a l'Allemagne qui annonce un plan de relance et qui va donc qui va émettre plus de dettes qu'elle n'a émise par le passé. Et ça va peser sur les parties longues, effectivement, des courbes. Ok. Alors, on a parlé des taux courts, des taux longs gouvernementaux. On ne peut pas évidemment échapper à la partie crédit. C'est encore une très bonne année pour le crédit, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On est entre 4 et 6% en Europe. On est autour de 8% aux États-Unis, que ce soit de l'investment grade, donc dette de bonne qualité ou du haut rendement. Qu'est-ce qu'on doit attendre finalement dans les mois qui viennent sur ces segments-là? Est-ce que la liquidité, plutôt la demande de papier sur le crédit qui est forte, et qui a été très forte, peut continuer? Ou est-ce qu'au contraire, on va commencer un peu à se tarir? Guillaume? Oui, tu as parlé en fait d'un des catalystes. Nous, on regarde, on détermine 3 grands catalystes pour le marché du crédit. Les banques centrales, on vient d'en parler assez abondamment.
C'est plutôt un petit moins, on va dire, pour la partie crédit, pour la partie continuer de performer des crédits. La croissance, c'est quelque chose qui va être positif. On a parlé d'un plan de relance en Allemagne. Si, à tout hasard, on arrivait à se doter d'un budget en France, on aurait peut-être un peu plus encore de résonance côté européen. Et ça va amener une croissance qui est quand même importante. 2 à 4 points de PIB en plus de dépenses. Côté allemand, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis la réunification. Ça va forcément amener de la croissance côté européen. Et Geoffrey l'a dit, côté américain, on a toujours cette croissance qui est persistante. On voit, alors il y a des stats, alors on va avoir un peu plus de stats fin de mois qui vont donner peut-être un peu plus de détails, mais on voit que la croissance reste là. Ça, c'est clairement positif pour le crédit. Et enfin, dernier catalyse, tu en as parlé, donc c'est assez facile aussi d'en parler, les flux. On a vu une demande très abondante. Les investisseurs sont assez friands aujourd'hui, sont revenus par les fonds échéances. Tu as fait un très joli débat là-dessus début du mois sur les fonds échéances. On voit l'appétit des investisseurs qui est revenu sur cette classe d'actifs et qui pousse, on va dire, les valorisations vers le bas. Mais ça, c'est peut-être la problématique pour 2026. 2023, on va dire depuis mi-2023 jusqu'à fin 2025, on a surfé, on va dire, sur la vague du crédit. 2026, pour nous, il faudra se poser la question. Il faudrait plutôt être Kelly Slater que Brice de Nice pour bien surfer sur la vague du crédit en 2026. Ça va être beaucoup plus agité. Geoffrey, Kelly ou Brice ? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Moi, je crois que la demande, elle va être toujours soutenue. Alors, effectivement, on a un resserrement des spreads, la partie crédit, effectivement, du rendement des obligations. Mais on voit quand même que la rémunération, dans l'absolu, elle reste quand même toujours intéressante. Donc, ça donne quand même encore, tu le disais, des taux entre 3 et 4% selon le degré, on va dire, de seniorité de ces dettes-là. Et il y a un appétit quand même pour avoir du rendement. Donc, je pense que la demande, elle sera toujours contenue toujours soutenue sur cet exercice 2026 dans la continuité de ce qu'on vient de voir sur les 3 dernières années. Alors ça tombe bien parce que l'offre elle va continuer d'être abondante. On voit en ce moment là jour après jour on a les programmes d'émission de chacun des pays d'Europe là qui sort. Alors ces programmes ils battent des records évidemment. Alors tu parlais de l'Allemagne Guillaume effectivement. Alors, c'est vraiment un record historique. Mais effectivement il va y avoir une abondance d'offres l'année prochaine que ce soit sur le segment des souverains et aussi sur le segment des corporates. On sait qu'on a énormément de refis là qui vont arriver et donc du renouvellement de dette qu'il va falloir assurer. Donc, il y aura aussi beaucoup d'offres. Donc, je dirais qu'une gestion assez agile qu'il va falloir avoir sur cet exercice, et je rejoins un petit peu ce que tu disais par rapport à cet effet un petit peu vague auquel on pourrait être confronté en 2026, c'est qu'il va falloir être assez sélectif aussi dans ces dettes-là. Un peu moins vrai sur le segment de l'investment grade, parce que là, on a quand même porté, je dirais, par une qualité de crédit. Sur le high yield, je serais quand même un petit peu plus méfiant sur la qualité des émetteurs sur lesquels on va investir, et effectivement, d'éviter ce choc idiosyncratique qui pourrait subvenir. Ok, on a fait ce tour un peu, je dirais, top-down, comme on dit dans nos métiers. Là, j'aimerais rentrer un peu plus dans la méthode de gestion, puisque vous êtes tous les deux des gérants qu'on peut mettre dans une poche dite absolute return. L'absolute return, on en parle beaucoup, mais on met aussi beaucoup de choses sous ces termes, et c'est parfois pas très clair pour les investisseurs. Et j'aimerais que vous donniez chacun à tour de rôle votre vision et votre définition de l'absolute return. Geoffrey. C'est quelque chose, c'est une question à laquelle on est confronté presque tous les jours. Quand on vend de la gestion alternative à nos clients, on sait qu'on doit amener énormément de pédagogie, énormément d'exemples pour expliquer un petit peu ce que l'on met en œuvre. Donc, on pourrait dire que tout est dans le nom, dans Absolute Return, c'est l'idée de générer des performances absolues, mais pas seulement. Moi, j'ai plutôt envie de qualifier aussi de performances régulières, récurrentes, et qui, à mon sens, doivent être aussi alignées avec une volatilité encadrée. Je crois que c'est ça qui est attendu par nos investisseurs, c'est ce couple rendement-risque très encadré. Ça se traduit par des ratios de Sharpe qui sont plutôt consistants, plutôt bons, ou des ratios de Sortino pour les spécialistes. Et effectivement, c'est ça qu'on attend, je dirais, de la gestion alternative. C'est ce côté décorrélant, diversifiant par rapport aux classes d'actifs traditionnelles. Donc effectivement, c'est à nous de travailler sur cette pédagogie pour l'expliquer de cette manière. C'est ce qu'on essaye de faire à travers notre gestion, à travers des exemples très quantifiés, très qualitatifs, pour expliquer comment on met en place un trade de valeur relative à nos clients et en quoi ça nous protège finalement des mouvements de marché. C'est ça qui est attendu. Guillaume, ta vision. Geoffrey a très bien décrit, je pense. Et oui, surtout, mais surtout, il y a effectivement un grand besoin, notre côté investisseur, de pédagogie pour expliquer ce qu'on fait.
En fait, on va dire c'est de la location d'actifs dans l'univers obligataire, avec à la fois l'accès à tous les instruments de ce marché-là. Et ça, c'est extrêmement important, parce que les fonds d'absolute return, en fait, c'est aussi la capacité de se repositionner extrêmement rapidement pour s'adapter au mouvement de marché. Ça, c'est vraiment important, capter la volatilité dans les marchés aujourd'hui, tout comme à l'époque sur les environnements de taux bas, avoir des stratégies qui permettent quand même de générer cette performance. Et justement, le but, au final, c'est d'avoir une performance positive dans le temps, tout en encadrant, parce que comme on travaille sur des fonds qui n'ont pas d'indice, qui n'ont pas de benchmark, pour l'investisseur, c'est extrêmement important. Il y a un minimum, un objectif de performance. Chez vous, je crois que c'est Ester plus 2,5. Exactement, c'est Ester plus 250. Mais l'idée, c'est en plus de ça, et Geoffrey l'a très bien expliqué, c'est d'encadrer tout ça par une contrainte forte de risque, à savoir à tous les niveaux de l'investissement, de la gestion du fonds. Vous avez des contraintes de VaR. Exactement, contraintes de VaR, mais plus que ça, pouvoir le suivre et l'expliquer au client, lui montrer. Et une des façons la plus simple de le montrer, c'est effectivement avec la performance sur le long terme. Nous, on a effectivement plus de 7 ans de performance. C'est comme ça qu'on explique à travers. En plus, on a un excellent terrain de jeu ces dernières années, puisqu'on a eu moult crises dernièrement. Covid, financière, une guerre à la porte de l'Europe, de l'hyperinflation, Liberation Day. Ça a fait quand même pas mal de stress tests et de façon de montrer comment on est capable à la fois de limiter les drawdowns, c'est vraiment important, et aussi de pouvoir se repositionner sur les marchés pour, comme je disais tout à l'heure, pouvoir surfer sur les vagues, que ce soit sur le côté taux ou que ce soit sur le côté crédit, qui est extrêmement important pour nous. Ok, ça me semble très clair. Peut-être une idée préconçue à retirer de l'esprit de nos auditeurs, téléspectateurs, ceux qui nous regardent. Souvent, on pense absolute return et on assimile ça à du market neutre. Et parfois, quand il y a market neutre, dans l'esprit de certaines personnes, c'est pas de conviction. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, même pour des fonds actions market neutre ou obligataires market neutre. Justement, comment vous défendriez cette idée que être absolute return, c'est a priori le contraire de ne pas avoir de conviction? Vous en avez? Complètement. Et alors, effectivement, il en existe dans le monde de la gestion alternative des vrais market neutres. En général, c'est sur le segment des equity. Sur le segment obligataire, c'est un peu moins vrai parce que là, on a des vraies convictions. In fine, on porte in fine un biais crédit et un biais sur le défaut de certains émetteurs. Alors, ça peut être des émetteurs, ça peut être des paniers d'émetteurs, mais effectivement, on a ce risque in fine. Donc, c'est vrai qu'il faut amener beaucoup de pédagogie et aussi expliquer que finalement, oui, ce sont des convictions qui sont prises par un gérant. Et forcément, si on veut une rémunération, il y a forcément un risque associé. Il n'y a pas de free lunch, je dirais, dans la gestion alternative. Il faut toujours avoir cette notion d'être bien rémunéré par rapport au risque qui est pris sur la gestion. Donc effectivement, il faut vraiment sortir de ce carcan-là, de dire oui, c'est market neutre et oui, je ne peux pas perdre d'argent, c'est une martingale la gestion alternative. Non, on l'a vu, on a parlé, et tu as très bien expliqué, Guillaume, on a fait face à des chocs de volatilité sur ces 2-3 dernières années, mais plus globalement sur les 20 dernières années, la gestion alternative a été quand même pas mal chahutée. Crise financière de 2008, crise des souverains européens. Donc je crois que c'est comme ça qu'on apprécie aussi la qualité des gérants, c'est sur un track record qui est long. Tu parlais des 7 ans de ton fonds, Guillaume. Voilà, je crois que c'est des vrais critères d'appréciation, c'est la stabilité et la régularité des performances qui est observée dans ces périodes-là. Tu veux rajouter quelque chose sur les convictions? Oui, alors clairement pas market neutre, puisqu'effectivement, nous, par exemple, sur notre fonds, on essaye d'embarquer un maximum de stratégies. On a 8 stratégies différentes dans 3 grandes familles. Une des grandes familles, c'est quand même chercher un positionnement sur les marchés, donc avoir une directionnalité sur les marchés, que ce soit long ou short, ou en tout cas que les taux montent, que les taux baissent, que les spreads s'écartent, tout se resserre. C'est d'avoir des positions, si on a des convictions. L'avantage de ces fonds de performance absolue, c'est que si à un moment donné, on n'a plus de vision sur tel ou tel marché, on peut couper la stratégie et ne plus être positionné. Mais les moteurs ne sont pas obligés de marcher tous en même temps. Exactement. Ouais. Alors, j'aimerais passer à une autre question un peu plus, alors je ne vais pas dire polémique, mais on a parlé des chocs, notamment de 2022. Ces chocs de 2022, ou ce choc de 2022, a notamment permis aux fonds datés de se relancer, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils ont été lancés. Et effectivement, ça a permis de capter un rendement donné qui, à un moment où il y avait presque une dislocation, c'est peut-être un peu excessif quand on a connu 2008, mais en tout cas des taux qui étaient intéressants. Et du coup, il y a eu beaucoup de flux sur ces fonds datés. Aujourd'hui, les circonstances sont un peu différentes. On voit que les sociétés de gestion spécialisées là-dedans ont tendance à migrer un peu plus vers des notations high yield ou crossover et moins investment grade comme c'était au début le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous qui êtes investisseur absolute return de la classe obligataire, les fonds datés, je vais le faire un peu de façon provoque, c'est une fausse bonne idée ou une vraie mauvaise idée?
Geoffrey. Je préfère que ce soit toi qui le dise que moi. Mais, moi, je pose la question. Non, alors moi j'ai beaucoup de respect pour les fonds à échéance qui ont énormément collecté ces dernières années et qui ont répondu aux attentes des investisseurs et c'est très bien. Par contre, effectivement, pour des gestions comme les nôtres, c'est vrai qu'on a pu voir des sorties d'encours vers ces fonds-là. Donc aujourd'hui, avoir un retour aussi, un petit peu de manivelle et se dire que ces fonds qui aujourd'hui peut-être ont plus de mal à se placer, effectivement, doivent embarquer toujours plus de risques pour assurer le rendement. Tu l'as dit très bien en introduction, c'est toujours plus de high yield, toujours plus de financières, des durations toujours plus longues dans ces portefeuilles-là. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Dans une gestion et dans un momentum macroéconomique tel qu'on le connaît aujourd'hui, je préférerais mettre mes billes plutôt dans un fonds avec une allocation dynamique, capable d'aller chercher les opportunités là où elles se présentent, au moment où elles se présentent, avec vraiment cet équilibre, plutôt que de m'empaler sur une maturité donnée avec un gérant qui est sous contrainte et qui doit absolument délivrer un rendement. Ça ne me semble pas, je dirais, très bien placé, on va dire, par rapport à l'environnement de marché. Guillaume. Je m'inscris à peu près dans tous ces propos. Peut-être c'était une très bonne idée. Maintenant, regardez les valorisations de ces fonds-là aujourd'hui. Je pense qu'on a capté presque toute la performance possible. Donc peut-être, effectivement, comme tu le disais, des idées, des possibilités d'arbitrage pour les investisseurs extrêmement importantes aujourd'hui. Donc bien regarder les valorisations de ces fonds-là et en refaire aujourd'hui... peut-être pour certains investisseurs avec un horizon long. Être sélectif, en tout cas, dans ce choix de fonds datés. Exactement. Pas prendre des profils, et comme tu l'as dit, des profils qui vont rajouter du risque, parce qu'on en a un peu parlé sur le crédit. Des perpétuels, mais on en voit. Voilà, on est mal rémunéré pour le high yield, je trouve aujourd'hui. Les coussins de protection sont assez faibles. Et on voit des fonds qui se montent effectivement avec des perpétuels. On est complètement à l'envers de l'esprit de base, en tout cas à mon sens, sur les fonds datés. Donc, cette notion d'arbitrage, on la ressent clairement. Oui. Nous, on a de plus en plus de demandes de clients qui viennent souscrire à nos fonds en disant l'objectif a été atteint sur mon fonds à échéance. Je sais bien que la plupart de la perf, elle est déjà dans les cours actuels et le rendement résiduel, il n'y a plus grand-chose à aller chercher. Effectivement, il y a des arbitrages qui sont en cours. Et peut-être juste, j'ajoute encore une chose là-dessus, c'est que je disais, les fonds à échéance ont très bien performé depuis qu'ils ont été lancés il y a 2-3 ans, mais il faut voir que les fonds Absolute Return ont aussi très bien performé dans ces périodes-là. En fait, ces fonds Absolute Return sont capables de bien performer dans tous les environnements de marché. Donc effectivement, quand je dis ça, l'arbitrage a l'air plutôt assez simple pour les investisseurs. Merci. Peut-être la dernière question que l'on pourrait aborder sur cet entretien, c'est que vous nous donniez chacun à tour de rôle, si possible, ce sera plus clair, vos, par exemple, 2 convictions pour les mois qui viennent dans les fonds que vous gérez respectivement. Guillaume, commençons par toi, par exemple. On a vu dès l'introduction que sur les banques centrales, par exemple, on n'avait pas forcément les mêmes visions, notamment sur la Fed, où tu as un peu plus, tu vois plus de hausse, là on voit plus, plus de baisse, là où on voit moins de baisse. Clairement, 2026 va être une année où la volatilité va rester très forte sur les marchés des taux. Il faut savoir que depuis 2022, c'est le marché le plus volatile dans l'univers obligataire. C'est quelque chose pour nous qui va rester. Donc, clairement, être agile sur la capacité à gérer la duration taux, ça va être extrêmement important. Passer en négatif, être capable d'avoir des fonds, en tout cas des supports qui sont capables de passer en sensibilité taux négatif, c'est extrêmement important. Et on pense que c'est quelque chose qu'on va continuer à piloter, qui va continuer nous permettre d'avoir de la performance positive sur 2026. Et après, les trades de base. Sur le crédit, il n'y a plus de directionnalité importante, mais sur les fonds d'Absolute Return, l'avantage, on va dire un peu la magie de ces fonds-là, c'est d'avoir tous ces trades de base qui vont nous permettre de générer de la performance sur le marché du crédit. Tu peux rappeler en 2 mots le trade de base c'est multiple. C'est par exemple se positionner sur un émetteur et se protéger sur ce même émetteur, mais sur une autre seniorité, en disant qu'il va y avoir de la compression entre les 2 rendements ou de l'écartement entre ces 2 rendements. C'est vraiment cette idée-là qui peut générer, qui était plutôt le parent pauvre, on va dire, de nos stratégies ces dernières années, avec un marché très fort et qui revient et qui va revenir sur 2026. Geoffrey. Un petit peu le même point de vue, c'est qu'on aura certainement des pics de volatilité au cours de cette année 2026. On en a eu ces 3 dernières années, on a su en profiter. Donc c'est vraiment là-dessus que je voudrais axer aussi un petit peu le propos. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du terme volatilité. C'est vrai que souvent dans les interviews sur la gestion alternative, on parle beaucoup de la volatilité et notre capacité finalement à aller l'exploiter, cette volatilité. Donc effectivement, qu'il y en ait 1, 2 ou 3 des baisses de taux aux US, je dirais que ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que ça génère des chocs de volatilité, que ça génère de l'imprévu et savoir profiter de cette
certains imprévus. Donc c'est là aussi où notre gestion qui est très dynamique, qui vise vraiment à exploiter des opportunités un petit peu les mêmes que celles que Guillaume pouvait expliquer. C'est-à-dire que on va avoir des stratégies qui vont amener un gain récurrent. Donc ça, c'est des stratégies de portage qui sont couvertes en sensibilité taux, qui vont amener un matelas récurrent de performance. Donc ça, c'est quand même assez appréciable. Et à côté de ça, des stratégies tout à fait décorrélantes. Donc tu parlais des stratégies de base. Alors nous, notre définition, c'est plutôt papier contre CDS. Mais voilà, c'est aussi un exemple tel que tu l'indiquais en termes de trade de seniorité. On aime bien aussi, nous, l'arbitrage de convertibles, notamment des convertibles qui ont des deltas assez élevés. Pourquoi je dis ça? C'est que quand on a un delta assez élevé, ça veut dire que face à 1 d'obligation, je vais avoir 0,60, 0,70, 0,80 de short action. Ça permet aussi de se prémunir contre des chocs de marché. On revient un petit peu aux fondamentaux de la gestion alternative, cet encadrement de la volatilité qui est souhaité, d'avoir ces stratégies décorrélantes dans le portefeuille, c'est aussi appréciable. Merci Geoffrey, merci Guillaume. C'était Johan. très intéressant de discuter avec vous de cette typologie de gestion qui est parfois un peu méconnue ou qui peut faire peur parce qu'on dit c'est compliqué. Vous l'avez bien éclairé. Et puis quant à nous, on se retrouve bientôt dans un nouveau Credit Corner sur Zoom Invest. Merci beaucoup.